Les rues désertes d'une capitale insurgée. En cette fin de matinée du 18 juin 1958, les commerçants de Nouméa ont fermé boutique. Les administrations renvoyaient leurs employés. La rumeur porte les échos d'une manifestation houleuse. Un coup de force politique. Du monument aux morts aux grilles du siège du gouvernement, 2000 manifestants sont venus réclamer la démission du gouvernement d'Union calédonienne. Les factieux sont armés, ils ont même bloqué l'entrée nord de la capitale. Une minorité agissante, issue de l'opposition de droite. Républicains sociaux, indépendants, anciens combattants, syndicalistes et grands chefs gaullistes, comme Henri Nesline. Tous unis contre le dictateur Maurice Lenormand, contre le pillage des deniers publics, contre les dérives diplomatiques du gouvernement local et pour le rapatriement des Viettes. Il y a à la fois des causes internes et externes. La première, c'est le fait qu'une délégation de l'Assemblée territoriale, qui a reçu mandat du Conseil du gouvernement, se rend à Hanoï, rencontre Ho Chi Minh et négocie avec le gouvernement nord-vietnamien un accord permettant le rapatriement de travailleurs vietnamiens sous contrat. Et puis, dans une deuxième phase, cette même délégation, elle poursuit son voyage et elle va rencontrer Mao Tse-tung et Chou En-lai à Pékin pour s'enquérir d'une possibilité d'exporter du nickel calédonien en Chine. On est en 1958. Le Quai d'Orsay fait des bons comme ça et s'étonne de la capacité du gouvernement local à prendre des initiatives qui dépassent très largement les compétences locales et surtout qui viennent empiéter sur les affaires étrangères qui sont des compétences régaliennes de la France. Une opposition très remontée contre l'UC. Dans la fièvre de l'après-midi, à la mairie, un comité de vigilance est créé. À sa tête, les Lafleur, Châtenay, Larocque, Solier. Alors que le représentant de l'État cherche désespérément à contacter les membres du gouvernement, 2 ministres et un conseiller territorial UC sont molestés par les nervis gaullistes. Vers 17h, une délégation de manifestants est reçue par le gouverneur Grimald. Il va franchir les limites de la légalité, suspendre le conseil de gouvernement. Quelques jours plus tard, la toute nouvelle revue Sud-Pacifique publie un numéro spécial sur ces événements. On y apprend aussi qu'à Bourail, des hommes armés ont arrêté des élus de l'Union calédonienne. La rumeur d'une descente sur Nouméa de contre-manifestants mélanésiens fait craindre de nouvelles violences. Militaires et gendarmes sont alors déployés dans une ville où toute manifestation est interdite pendant 2 semaines. Ils obtiennent, ces putschistes, la possibilité d'être représentés dans les commissions internes de l'Assemblée territoriale. Et puis, au sein du Conseil de gouvernement, ils vont récuser les places qui leur sont offertes. Grimald sera remercié quelque temps après pour laisser la place à des gouverneurs un peu plus incisifs, avec des ordres de mission à peine voilés, une sorte de reprise en main un peu sur les institutions. Retour à la sérénité. Mais ce coup de force va marquer les nouvelles relations entre la Calédonie autonome et le tout récent État gaulliste. Dans un premier temps, l'UC se dit confiante et s'en remet à la sagesse du gouvernement central qui va dissoudre l'Assemblée territoriale. Le mouvement majoritaire d'Union calédonienne réaffirme sa fidélité à la France en appelant à voter oui à la constitution de la Ve République. Gage de loyauté supplémentaire, lors de son 3e congrès, l'UC s'engage solennellement à ne jamais demander l'indépendance de la Calédonie. 1 mois plus tard, le mouvement remporte 18 des 30 sièges de l'Assemblée territoriale récemment dissoute. Mais, malgré son soutien électoral, ses gages de fidélité gaulliste, l'UC va se heurter à une certaine méfiance de l'État. L'État reprend petit à petit toutes les libertés et les franchises qui avaient été accordées d'une part par le statut d'octobre 46 et puis par le statut issu de la loi cadre de fer. Et on assiste pendant la période 58-69
à une grande dépossession. C'est-à-dire que toutes les libertés, les compétences dévolues au gouvernement local vont être reprises petit à petit. En cette fin d'année 1958, le gouverneur Laurent Péchou, nouvellement arrivé, retire donc au gouvernement local ses compétences sur la fonction publique, sur la police et sur l'information. Puis il fait voter un décret interdisant le cumul du mandat de député et de vice-président du gouvernement. Déclaration de guerre à Lucé et à son président et député. Du coup, Maurice Lenormand se fait remplacer au gouvernement par Michel Kaouma. Mais un an plus tard, l'élu mélanésien, sans doute trop indépendant, est exclu de l'Union calédonienne. Dérive autoritaire. Lenormand dirige son parti politique avec une main de fer dans un gant de velours. Et toute velléité, supposée ou avérée, de contact avec l'ennemi, entre guillemets, l'opposition, s'accompagne d'un certain nombre de démissions lors de congrès, d'une sorte de purge. Quelques mois plus tôt, loin du tumulte politique nouméen, Lifou s'apprête à vivre un moment historique. Dans tous les foyers, ce besoin d'être apprêté, digne et fier. Plus d'un an de préparatifs, de récoltes, de dons et d'échanges coutumiers. Il en va du prestige des familles, des clans, des tribus. En ce mois de septembre, c'est la saison des mariages, mais on ne parle que de celui du grand chef du district de Leucy. Henri Nisseline, grand chef maréen, est venu en délégation pour le mariage de sa fille, Laura. À 17 ans, elle va réaliser une alliance prestigieuse avec Henri Boula, qui règne sur les tribus du sud de Lifou. La tribu de Mou voit affluer plus de 3000 personnes et autant de dons en argent et en vivres. On compte les ignames par dizaines de tonnes, les porcs, les chèvres par centaines, pour festoyer une quarantaine de bœufs et des douzaines de tortues. Le cérémonial coutumier impressionne, et tout le monde perçoit ce faste et ce côté grandiose. Des gestes, des danses, des paroles vont se graver dans les mémoires de tous les invités. Un mariage protestant au sein d'une église en crise, car depuis quelques mois, la religion réformée connaît des soubresauts. Doneva, le foyer du protestantisme, implanté à Wailou par le pasteur Lénart, un centre en ébullition. Son successeur, le pasteur Charlemagne, nous a laissé un témoignage filmé de cette époque avant et après la séparation des protestants en deux églises. En désaccord avec sa hiérarchie métropolitaine, ce missionnaire, soutenu par plus d'un tiers des fidèles de la Grande Terre et des îles, fonde l'Église évangélique libre. Les sécessionnistes vont créer Né-Divin. Une nouvelle mission à 3 km de l'ancienne, avec un centre scolaire, des ateliers, des chantiers de formation. Issus de la Grande Terre, mais aussi des loyautés, les élèves de Né-Divin vont se fondre dans ce creuset rigoriste et progressiste. Une réelle dynamique. Hommes et femmes vont en sortir diplômés et former une élite mélanésienne toujours enracinée dans sa culture. 60 ans plus tard, les deux églises se partagent encore l'œuvre scolaire et la religion protestante. Le vrombissement des Lancaster au-dessus de la baie de la Moselle. En ce mois de septembre 1959, l'armée et la population de Nouméa accueillent Jacques Soustelle,
7 jours de visite du ministre délégué des territoires d'outre-mer. Passage obligé au carrefour de la police pour fleurir le monument aux morts, avant d'entreprendre une tournée en brousse et aux îles. Le 21 septembre, la délégation officielle va découvrir le plus important des chantiers calédoniens, le grand barrage sur la rivière de Yaté. C'est le 7e plus grand ouvrage hydroélectrique français. Depuis 4 ans, 900 travailleurs ont troublé le silence de la vallée. Ils ont érigé un mur de 60 mètres de haut sur 9 mètres de large pour bloquer 300 millions de mètres cubes d'eau. Jacques Soustel est impressionné. Il va ouvrir une des vannes et libérer un courant déchaîné. Inauguration d'un chantier pharaonique. Son coût, 7 milliards de francs pacifiques pour assurer l'approvisionnement en électricité de l'usine métallurgique de Doniambo et de la commune de Nouméa. De la fierté pour tous ces bâtisseurs venus de loin, très loin, pour participer à cet ouvrage gigantesque. Qui pourra jamais oublier ces métropolitains, italiens, espagnols, mais aussi et surtout ces Tahitiens, Wallisiens, Futuniens, les constructeurs du barrage de la prospérité. Les quais de Nouméa, 1 an plus tard. Effervescence inhabituelle. En ce 30 décembre 1960, un jeune officier de marine métropolitain va fixer des instants poignants. Des adieux à la Calédonie. Le premier convoi de rapatriement des Vietnamiens. 550 ce jour-là. Embarquement sur l'Easter Queen. Destination Haiphong. Le Nord-Vietnam communiste, vanté par des émissaires venus en délégation à Nouméa. Les Indochinois, comme on les appelait encore à la fin des années 50, représentent alors un tiers de la population de Nouméa. Depuis qu'ils ont acquis la résidence libre, ils ont quitté les mines et les emplois subalternes pour prospérer dans les commerces ou le maraîchage. Mais après la guerre d'Indochine, la communauté devient la cible des comités anti-Viet. À Nouméa, on barbouille les murs. Viet dehors, à la mer, à Hanoï. Fermeture des magasins Viet. Jalousie, sentiment anticommuniste. Et c'est vrai que la propagande du Viet Minh a de l'influence sur le Caillou. Les parlementaires, les élus locaux ne vont rien faire pour retenir ces boucs émissaires si encombrants. En 4 ans, jusqu'au dernier convoi en février 1964, on rapatrie 5000 hommes, femmes, enfants et tous leurs biens. Un déchirement et la désillusion une fois arrivés au paradis communiste. D'autres Vietnamiens, un petit millier, ont préféré rester dans leur patrie d'adoption. Pour la plupart, de fervents catholiques, encadrés par des prêtres sévèrement anticommunistes. Ils vont résister stoïquement aux brimades, à la xénophobie ambiante. Nouméa, la nuit du 26 au 27 avril 1962. Une explosion réveille les habitants de la vallée du Tir. Le dynamitage, presque sans conséquence, des locaux du journal de l'Union calédonienne. C'est une provocation des militants du parti. L'enquête révélera que le député Maurice Lenormand en était informé. Il aurait laissé faire. Maurice Lenormand va être accusé de ne pas avoir prévenu les autorités compétentes d'un crime en préparation. Il sera déchu de son mandat parlementaire, il va perdre ses droits civiques et va quitter la vie politique pour une traversée du désert d'à peu près 7 ans. Le fait qu'il ne soit plus aux premières loges de la vie politique permet une relative détente entre le parti majoritaire et la minorité.
Et surtout, d'une certaine manière, sa déchéance parlementaire va porter à la députation Roch Pidgeot, le 7 juin 1964, le premier député kanak de Nouvelle-Calédonie. Un an plus tôt, alors que Maurice Lenormand subit cette tourmente judiciaire, on annonce la visite de Louis Jacquinot. Le ministre des Dom-Tom est de retour, 10 ans après les fêtes du centenaire. Mais cette fois, derrière les sourires et la grandiloquence, des arrière-pensées. La métropole a récemment réduit le versement, pourtant planifié, de crédits. En fait, l'autonomie calédonienne n'a plus le soutien du gouvernement gaulliste. L'UC décide de boycotter la visite ministérielle. Qu'importe, Louis Jacquinot va rester 13 jours et rencontrer des centaines de Calédoniens. De Nouméa à Koumak, en passant par les îles. À son retour à Paris, il fera voter une loi réduisant les pouvoirs des ministres calédoniens et contre la réalité des chiffres, il évoquera même une mauvaise gestion locale. Cette supposée mauvaise gestion budgétaire, fiscale de la Nouvelle-Calédonie, qui est directement amenée dans les débats par Jacquinot au moment du vote de sa loi en décembre 1963, est contrecarrée par la réalité des choses. En effet, dans un discours lors de l'inauguration du dispensaire de la foi, en décembre 1963, par Roch Pidgeot, il montre, chiffres à l'appui, des excellentes performances en matière sanitaire et médicale du gouvernement local, avec des chiffres qui feraient pâlir d'autres anciennes colonies d'Afrique ou de Madagascar, nouvellement indépendantes depuis quelques années. Cette année-là, l'anniversaire de la prise de possession par la France a le goût amer d'un bras de fer entre l'État et une Calédonie de moins en moins autonome. Un élu calédonien résumera : la machine à broyer nos institutions a été mise en marche. Petit à petit, l'enseignement secondaire redevient de compétence de l'État. Un certain nombre d'éléments concernant le fonctionnement normal des institutions est repris par l'État, etc., etc. Et donc petit à petit, la loi cadre est vidée de sa substance, ce qui faisait un peu son originalité, et on assiste à un retour de la Calédonie dans le giron strictement national. Et comme pour affirmer son autorité, l'État débarque à Nouméa, ou plutôt son Premier ministre, Georges Pompidou. Une seule petite journée dans la capitale calédonienne, mais le chef du gouvernement veut se montrer généreux. 2 annonces cadeaux. Le soutien financier de l'État aux futurs Jeux du Pacifique et l'implantation de la télévision. Quelques mois plus tard, techniciens et journalistes s'installent au Mont-Coffin, dans les locaux de Radio Nouméa. En seulement 15 mois, avec du matériel du dernier cri, ils vont ouvrir une fenêtre sur le monde. 15 ans après la métropole, les Nouméens vont découvrir la télé des speakerines et des reportages sous contrôle du ministère de l'Information. 1200 postes de télévision fin 1965, mais les ventes vont rapidement décoller. À la même époque, le nickel va aussi connaître une croissance inégalée. La SLN annonce un vaste plan de développement pour doubler sa production d'ici 1967. 3 milliards d'investissements, 1600 emplois à créer. C'est l'essor du ferro-nickel dont ont tant besoin les Américains pour leur guerre du Vietnam. Les ressources fiscales de la Calédonie sont en très large part dues aux exportations de nickel, et c'est ce qui autorise d'ailleurs une forme de confort budgétaire pendant les années 60. On n'est pas très loin à ce moment-là de l'idée que si la Calédonie a tout le loisir de pouvoir exporter son nickel, très vite viendrait, dans le cadre de l'autonomie, des volontés ou des velléités de séparatisme, de sécession, de détachement de la métropole. Et donc le gouvernement français va faire en sorte de reprendre les choses en main. Reprendre les choses en main, la spécialité de l'homme qui atterrit à Magenta ce jour-là.
c'est le général de Gaulle. Et en 1966, il est chef de l'État. Il revient 10 ans après son premier passage en Calédonie. 113 ans de présence française et la première visite d'un président de la République. Lucé, en conflit avec le gouvernement centralisateur, a bien failli boycotter ce rendez-vous, mais devant la stature historique du personnage, il valait mieux s'incliner. Ce dimanche 4 septembre 1966, après une messe à la cathédrale, Charles de Gaulle se rend sur la place Fayet. 10 000 personnes, et bientôt, la voix de la France, en plein Pacifique. Vous avez un rôle français à jouer dans cette partie du monde. Vous êtes un morceau de la France, vous êtes la France australe, et vous devez dans la paix, comme vous l'avez fait dans la guerre, être pour toute notre communauté nationale un exemple d'effort, de fraternité et de progrès. Vive Nouméa, vive la Nouvelle-Calédonie, vive la République, vive la France! Peu après, devant l'Assemblée territoriale, une petite phrase du grand homme. Elle va résumer les rapports qu'il entend établir avec la Calédonie. Le territoire peut tirer parti de ses ressources, mais dans un cadre tel que l'intérêt national soit respecté. Il pense au nickel, naturellement. Mais l'heure n'est pas encore à la polémique. Le président de la République se voit présenter les travaux financés par l'État. Le futur lycée de Nouméa, la piscine olympique et le stade de Magenta, qui doit accueillir 3 mois plus tard les 2e Jeux du Pacifique. « 8 décembre 1966, Nouméa, capitale sportive du Pacifique Sud, 3 ans après les Jeux de Suva à Fidji. » La cérémonie d'ouverture, un appel au voyage, mini-ethnographie du Pacifique. Mélanésie, Micronésie et Polynésie réunis dans un stade ultra-moderne devant 15 000 spectateurs. 1200 athlètes de 14 territoires vont se disputer les médailles dans 20 disciplines. La Calédonie, chez elle, va remporter la victoire globale. Pas de records mondiaux, mais la presse étrangère et métropolitaine est venue couvrir l'événement. L'aéroport de Tontouta a vu débarquer près d'1 millier d'athlètes venus de tout le Pacifique Sud, en particulier les footballeurs de Polynésie et des Nouvelles-Hébrides. Les Tahitiens gagneront facilement et remporteront le tournoi. La vedette de ces Jeux aura été Marie-Josée Kersaudy qui, à 13 ans, enlève 7 médailles. Marie-Josée Kersaudy de la graine de championne olympique. Pas de commentaires désobligeants sur les errements logistiques. On ne retiendra que les splendeurs du décorum et le spectacle de la fraternité sportive océanienne. Les ministres français de l'Outre-mer et des Sports sont venus soutenir ces Jeux. Ils redorent un peu l'image de cette France des essais nucléaires. Et puis, on se quitte sur la promesse des Jeux en Papouasie en 1969. De l'euphorie, il y en a aussi sur les mines et à l'usine de Doniambo, car la demande mondiale de nickel explose. 45% des réserves connues de minerais. Le caillou scintille, va attirer les projets de multinationales. Inco, leader nord-américain, s'intéresse aux latérites du Sud. Les élus calédoniens veulent lui dérouler le tapis rouge. Ce qui fait peur à l'État à l'époque, c'est le fait que le nickel lui échappe et que la mainmise sur les gisements de nickel soit mise entre les mains de multinationales étrangères, notamment canadiennes ou américaines. Et il est intéressant de noter que
que ce soit pour la Calédonie avec le nickel ou pour la Polynésie française avec le centre d'expérimentation du Pacifique, la zone d'essai nucléaire, les deux territoires vont connaître des destins relativement croisés puisque tous les deux auront à subir ce retrait de leur autonomie, de leur capacité, de leurs compétences à se gouverner et à s'administrer eux-mêmes. 1968, une Calédonie en plein boom, partout. Des prospections, des ouvertures de mines, des projets d'usines aussi. Une fièvre de la croissance, un pays grisé par des promesses d'envol économique. Mais à Paris, un compte à rebours s'est enclenché, celui qui dynamitera l'autonomie calédonienne.